Sans ordonnance, la dose d'infos qui maintient en éveil. Bonsoir. Bardella lâche la retraite à 62 ans. L'Europe vient de voter un texte qui permet d'expulser quelqu'un avant même que la justice ait statué sur son cas. Et la sécurité sociale publie ses comptes, 23 milliards dans le rouge, en silence. Trois sujets, un aveu. L'aveu que nos dirigeants ne gouvernent plus pour l'avenir. Ils gouvernent pour le prochain sondage. Pendant ce temps, les retraites vacillent, la démographie s'effondre et quelque chose de plus profond bascule. Pas seulement une politique, une conception de ce que l'État doit protéger et pour qui. Ce soir, on regarde ce qu'il y a sous le vernis. Ces derniers jours, Jordan Bardella passe sur LCI et il lâche quelque chose. La retraite à 62 ans, totem social du RN depuis 2022, n'est plus une certitude. Le système est insoutenable économiquement, dit-il. La démographie, je cite, condamne le modèle de répartition et il faut examiner la question de l'âge légal. Ce sont mot pour mot les arguments qu'Elisabeth Borne portait en 2023, ceux que le RN dénonçait comme une trahison des classes populaires. Décryptons. Marine Le Pen dit: la retraite à 62 ans, c'est un pilier, on ne touche pas. Bardella dit: on examine. Pourquoi maintenant? Parce que Bardella rencontre le MEDEF, parce que les milieux économiques le pressent d'abandonner cette promesse, parce que dans moins d'un an, il sera peut-être candidat à la présidentielle. Les votes disent ce que les discours cachent. À l'Assemblée nationale, le RN a voté contre la taxe Zuckman sur les ultra-riches, contre la taxation des super-successions, contre la contribution sur le revenu du capital. Au Parlement européen, Bardella lui-même a voté contre la taxe sur les super-profits. À chaque fois que le vote comptait, le RN a voté avec le patronat, contre les classes populaires qu'il prétend défendre. Ce n'est pas un accident, c'est une ligne. Alors posons la question que les plateaux télévisés ne posent pas. La souffrance des classes populaires est-elle causée par l'immigration ou est-elle causée par la concentration du capital que le RN protège en votant avec le patronat? Le RN identifie le bon symptôme, il désigne la mauvaise cause pour masquer la vraie. Et Bardella, qui lâche la retraite à 62 ans, ferme la bouche et ferme la boucle. Le dernier filet de crédibilité sociale du RN vient de sauter, pas par accident, parce que le fond a toujours été là. Revenons à la question que Darmanin, Attal, Retailleau et Bardella ne posent pas. Pas la question de l'immigration, la question en amont. Pourquoi avons-nous besoin d'immigrer? En France, le taux de fécondité est à 1,62 enfants par femme. Le seuil de renouvellement d'une population sans immigration est de 2,1. Alors, ce n'est pas une exception française, c'est un phénomène occidental structurel. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Corée du Sud, le Japon. Le Japon est d'ailleurs un laboratoire du futur pour nous. À ce rythme, sans inflexion, le dernier japonais naîtrait aux alentours de 2070. Ce n'est pas une métaphore, c'est une projection actuarielle. Et aucune politique nataliste n'a jamais inversé durablement une courbe démographique effondrée. Ni en Hongrie, ni en Corée du Sud, ni nulle part. C'est un fait établi, pas une opinion. Darmanin veut suspendre le regroupement familial. Attal veut durcir les conditions d'entrée tout en réclamant les meilleurs cerveaux. Bardella réclame l'arrêt des flux. Le même Bardella qui, quelques jours plus tôt, lâchait la retraite à 62 ans devant le MEDEF. Stopper l'immigration d'un côté, satisfaire le patronat de l'autre, les deux en même temps, sans jamais expliquer qui va travailler. Dans 30 ans, qui travaille? Qui cotise? Qui soigne les vieux? La réponse, personne ne veut la prononcer, parce qu'elle s'appelle immigration.
l'immigration. Il n'y a pas tellement le choix si on veut maintenir des services de qualité avec des humains qui sont là pour effectuer ces prestations de services. J'ai 19% de mes collaborateurs qui ne sont pas de nationalité française. Les nationalités les plus représentées, c'est Algérie, Maroc, Portugal, Oui. Cameroun, Côte d'Ivoire, Italie. Au Danemark, ils ont fait une étude dans laquelle ils démontrent qu'à partir de 2030, pour maintenir le niveau d'accompagnement des personnes âgées, il faudra soit qu'il y ait 24% des jeunes, contre moins de 10% actuellement, qui se tournent vers les métiers du care. Donc ça n'arrivera pas. Soit se tourner vers l'immigration. Et pendant ce temps, quelque chose vient de basculer discrètement en Europe. Il y a quelques semaines, le Parlement européen a adopté le règlement Retour. 389 voix pour, 206 contre. Le texte entre en vigueur dans les prochains jours. C'est la raison pour laquelle je voulais vous en parler. Ce texte ne dit pas simplement qu'on va expulser plus de monde. Il dit quelque chose de plus grave. Jusqu'ici, si votre demande d'asile était rejetée, vous pouviez former un recours devant un juge. Et ce recours était automatiquement suspensif. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas être expulsé tant que la justice n'avait pas statué. Ce garde-fou disparaît. Désormais, vous pouvez être expulsé avant que le juge ait dit quoi que ce soit. Les personnes pourront être placées en détention jusqu'à 24 mois, avec des perquisitions à domicile possibles. Ce n'est pas différent des méthodes de l'ICE américain, l'agence d'immigration de Trump. Pensez à ce que cela signifie concrètement. Une personne qui vit en France depuis 10 ans, qui travaille, qui paye ses impôts, dont les enfants sont scolarisés ici, dont le titre de séjour n'est pas renouvelé, pour un motif administratif, une pièce manquante, un délai raté. Cette personne peut désormais être expulsée avant même que la justice ait examiné son cas. Il n'y a pas de présomption d'irrégularité. Il n'y a pas d'examen au fond. Il y a une décision administrative et une expulsion qui suit sans que le juge ait pu dire un mot. Darmanin, Attal, Retailleau, Bardella, ils ne débattent pas seulement des frontières, ils redéfinissent la place des droits fondamentaux dans l'ordre politique. Et ce vote européen, il n'est pas passé grâce à l'extrême droite seule. Il est passé grâce à une alliance entre le PPE et les groupes d'extrême droite. Le regroupement familial naît en 1976, au moment même où la France suspend l'immigration de travail. L'État reconnaît, les travailleurs immigrés ne sont pas seulement des bras, ce sont des hommes, des femmes, des pères, des mères, avec une vie. En 1976, la France reconnaît ce droit, pas par générosité, par correction d'une erreur humaine. Attal veut revenir avant cette correction. C'est littéralement Monsieur Retour vers le futur. Et pendant ce temps, la France multiplie par 16 les frais d'inscription des étudiants étrangers. Ce n'est pas une sélection par le mérite, c'est une sélection par l'argent. Celle-là même que la République a abolie avec le suffrage censitaire. Le vrai débat sur l'immigration n'est pas sécuritaire, il n'est pas identitaire. Il est démographique, économique. Désormais, il touche à quelque chose que nous pensions acquis. Depuis 1945, l'état de droit en Europe repose sur un principe simple. L'État ne peut pas agir sur un individu sans que la justice puisse intervenir. Ce principe ne protège pas que les étrangers, il protège tout le monde, nous-mêmes. Ce que nous sommes en train de normaliser, c'est l'idée qu'une décision administrative peut précéder le droit, que l'efficacité peut primer sur la procédure, que l'urgence justifie de court-circuiter le juge. Ce n'est pas une politique migratoire, c'est une philosophie de l'État. Et pendant que ce basculement s'opère, nos dirigeants débattent d'un âge légal comme si la question était purement comptable. Revenons aux retraites. Pas du côté des chiffres ou des projections,
ou de l'âge légal. À la question d'avant, certes, le déficit de la sécurité sociale est de 23,2 milliards. La branche vieillesse à elle seule, 7,6 milliards. En réalité, c'est le coût de 30 ans de patates chaudes. Qu'est-ce que ça dit? La capitalisation, on nous dit que c'est la solution moderne. Chacun épargne pour sa retraite, chacun est responsable. Sauf que dans une économie capitaliste, les crises financières ne sont pas des accidents, elles sont structurelles. Elles reviennent, et le jour où la bourse s'effondre, ce ne sont pas les actionnaires qui perdent l'épargne de toute une vie, ce sont les salariés, ceux qui n'ont que ça. La répartition, elle, ne tient que si des actifs cotisent pour des retraités. Or, la démographie s'effondre, et personne n'en parle, personne ne dit la vérité. Il faudra des arbitrages douloureux, il va falloir des sacrifices réels. Qui les porte? Qui les assume? Aujourd'hui, tout le monde se refile la patate chaude, sans chercher de solution, en espérant que ce problème sera celui de quelqu'un d'autre. Et derrière les tableaux Excel, il y a une question que la politique ne pose pas. Nous avons décidé silencieusement, par accumulation de renoncements, que nos vieux étaient une catégorie socio-économique improductive, des seniors. Pas des anciens, seniors. C'est une catégorie de marché. Ancien, c'est une catégorie humaine. Et voilà le fil conducteur de ce soir. Ce que nous faisons à ceux qui ne cotisent plus et ce que nous faisons à ceux qui n'ont pas encore le droit de cotiser ou à qui on refuse le droit de cotiser obéit à la même logique. On optimise les sorties, on rationalise les entrées, on court-circuite le juge quand il ralentit l'expulsion, on supprime le garde-fou quand il coûte trop cher en procédure. Dans les deux cas, la personne disparaît derrière le calcul. En 1966, Harry Harrison écrivait un roman, Le Soleil vert. L'État a trouvé une solution pour les vieux, des centres volontaires, propres, aseptisés, où l'on vous accompagne vers la mort. Des mouroirs d'État habillés en dignité. Ce soleil vert-là ne sera plus de la science-fiction. Ce sera une note de bas de page dans un rapport budgétaire. Alors, une seule question ce soir. On nous demande de choisir entre la répartition et la capitalisation, entre 62 ou 64 ans, ou l'annulation de l'âge limite, euh, l'âge légal de départ à la retraite. On nous demande de choisir entre immigration et natalité, entre l'efficacité administrative et le contrôle judiciaire. Personne ne nous demande de choisir ce que nous voulons être. Une société qui tient la main de ses anciens ou une société qui optimise leur sortie. Une société qui fait confiance aux juges ou une société qui préfère la décision rapide sans témoin. C'est la même question, posée à deux bouts de la vie. Et la démographie nous convoque à y répondre. Sous peine qu'un jour, un technocrate ou une IA y répondent à notre place. Ce soir, trois questions. Qui devrait supporter le coût de notre modèle social? Pourquoi nous avons décidé que l'État pouvait agir sans le juge, alors que nous avons fondé la République pour empêcher la tyrannie? Et que faisons-nous de ceux qui produisent de la valeur humaine sans plus-value marchande? Ces trois questions n'en font qu'une. Quel type de société voulons-nous être? Et avons-nous encore le courage de le choisir pour nous-mêmes? Parce que si nous ne le choisissons pas, quelqu'un le choisira pour nous. Un sondage, un algorithme, un rapport budgétaire. Ce n'est pas une question de droite ou de gauche, c'est une question de civilisation humaine. Et elle n'attend pas 2027. Alors on ouvre le débat. Amenez vos arguments et vos contre-arguments. Comprendre le monde, éclairer les choix.